Le vaste incendie de forêt de la Haute-Loire est en régression. Le plan Orsec reste en vigueur, mais aucun village ou hameau n'est plus menacé par les flammes. Un cessez-le-feu précaire est observé à Chypre depuis hier soir. Les Grecs accusent les Américains d'avoir soutenu les Turcs et ils refusent de reprendre les négociations. Gerald Ford, le nouveau président américain, n'est pas gâté par les événements. À peine installé à la Maison-Blanche, il est confronté à une crise internationale et à l'inflation. Les chances françaises à la veille de l'ouverture des championnats d'Europe de natation. Gérard Garoff, le patron de l'équipe, vous en parlera tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On a certainement beaucoup parlé de la pluie et du beau temps, ou plus exactement de la fin de la canicule et du rafraîchissement relatif des températures aujourd'hui en France. Cela faisait plusieurs jours que même au bord de la mer, la plupart des estivants trouvaient la chaleur de cette mi-août un peu excessive. Mais enfin, les Français en vacances auraient mauvaise grâce à se plaindre d'un été 74 au soleil jusqu'à présent généreux. La grogne, c'est plutôt devant les étiquettes qu'elle se manifeste. Les dépenses de ce mois de vacances risquent de dépasser bien souvent les prévisions du budget familial. Monsieur Fourcade, le ministre des Finances, n'a-t-il pas constaté lui-même, et il s'y connaît, que dans les stations balnéaires du Midi, les prix avaient grimpé exagérément. Le Premier ministre Jacques Chirac, qui vient d'arriver à Oron, dans les Alpes-Maritimes pour le week-end, en fera peut-être lui aussi l'expérience. Bref, voilà un sujet de réflexion pour le gouvernement à la rentrée. Sous prétexte que les gens sont en vacances, donc plus détendus, plus confiants, certains commerçants ont-ils le droit, ont-ils même intérêt à faire flamber leurs étiquettes. Un exemple parmi beaucoup d'autres, cet été 74, sur la côte Languedoc-Roussillon, à la Grande Motte, entre Montpellier et le Grau-du-Roi. 1800 personnes l'hiver, plus de 50 000 au mois d'août, la Grande Motte, triomphe du béton, est une station balnéaire qui marche bien. 32 pyramides géantes, une plage qui s'étire sur 20 km. Pendant ce week-end du 15 août, ils sont près de 100 000 vacanciers, obligés de se lever à 7 h du matin pour essayer d'avoir une bonne place sur la plage. Les commerçants, bien sûr, les ont vus arriver avec intérêt. La Grande Motte a le label de ville chère. On ne peut pas nier que dès que les beaux jours arrivent, il y a une augmentation sensible. Ce n'est pas le fait du commerçant. C'est le fait de quelques abus parfois ou quelques erreurs du personnel, mais ça n'est jamais le fait du commerçant. Il y a à la Grande Motte plus de 250 commerces, une centaine qui travaillent toute l'année et les autres qui viennent juste pour l'été. On les appelle les saisonniers. Bien, le commerçant qui vient, qui arrive avec des étals à partir du mois de fin juin, qui pendant 2 mois vient mettre 4 cajots et bombarde sur les prix, donc il n'y a pas eu d'investissement, mais qui récolte énormément parce que le touriste qui est là, la personne qui vient passer quelques jours de congé, par facilité, par commodité, descend, va acheter 1 kilo de pêche, 1 kilo d'orange, ma foi à quelques centaines de francs près, ne fait pas très attention, on dit c'est passager, on fait l'effort momentané. Donc il est facile, si vous voulez, de, passez-moi le mot, mais de pigeonner à ce moment-là la personne de passage ou la personne qui est là pour quelques jours. D'année en année, ça augmente. Surtout, je dis, au point de vue alimentation. Voire. Si au mois d'août, la sole vaut 34 francs le kilo et le maquereau 10 francs, il n'y a pas que l'alimentation qui subit le tarif spécial d'été. D'année en année, certaines locations saisonnières connaissent des augmentations étonnantes. Il y a eu effectivement des gens qui ont augmenté les locations de 30 ou 50%. Il y a effectivement des gens qui pratiquent des prix peut-être un peu au-dessus de la moyenne et d'autres qui se tiennent dans les prix corrects et normaux. Les augmentations les plus spectaculaires ont été constatées par les touristes dans certains restaurants et certains bars où pour ce week-end du 15 août, le quart d'eau minérale est passé de 3 à 6 francs. Oui, ben, le touriste paie les 6 francs pour une eau minérale aussi bien qu'il peut les payer à Paris, qu'il peut les payer dans les grandes villes. Ce n'est pas une spécialité de la Grande Motte que d'abuser des prix en été, pas du tout. Ça se trouve partout. Mais là, alors, c'est-à-dire que vous suivez le mouvement, quoi, en fait. Nous ne suivons pas le mouvement du tout. C'est la société qui suit le mouvement, mais je dirais ceci. Le consommateur, il doit se défendre. Il faut qu'il se défende. Vous comprenez que si vous payez un produit beaucoup trop cher, eh bien, il est facile, les prix sont affichés, il faut se faire respecter. Il y a malheureusement beaucoup trop de restaurants, beaucoup trop
de magasins où les prix ne sont pas affichés. C'est pourtant une chose extrêmement simple. Maintenant, j'ai l'impression que le contrôle économique ne fait pas son travail, le département. Est-ce qu'il est normal que les commerçants ou les hôteliers fassent payer en quelque sorte les investissements aux clients? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne suis pas à leur place. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la réglementation? Ça ne rentre pas en ligne de compte dans la réglementation, mais il est quand même bien évident que les affaires commerciales ou les affaires de prestataires de services doivent être rentables. Rentable, bien sûr, l'industrie des touristes et, disons-le, leur exploitation l'est pour un certain nombre de saisonniers qui recherchent les bénéfices maximum dans un minimum de temps. Il est peut-être possible que certains commerçants qui viennent à la Grande Motte passer l'été, évidemment, essayer de faire toute leur année et puiser dans les 2 mois ou 3 mois de vacances que nous avons ici, puiser leurs ressources principales, il peut être évident qu'il y a quelques exagérations. La personne qui fait payer le double du prix, c'est un délit. Ce n'est pas les commerçants qui font ça. Ce n'est pas les commerçants. Nous avons choisi la Grande Motte pour ce week-end du 15 août, mais il est bien évident que nous aurions pu constater de tels abus dans presque toutes les stations balnéaires. En définitive, le perdant, c'est toujours le touriste. La situation est toujours préoccupante ce soir en Haute-Loire. Le feu qui se développe sur un front d'environ 15 km poursuit sa progression en direction de Bellevue-la-Montagne et pour l'instant, du moins, 2 hameaux sont directement menacés. Par contre, sur le front nord du sinistre, la situation s'est considérablement améliorée après le passage des Canadair. On craignait encore ce matin pour le bourg de Chaumély, on avait même reparlé d'évacuation. Or, depuis cet après-midi, tout danger semble définitivement écarté. Seule une bonne dizaine de personnes ont été évacuées dans le quartier de Chaumély-Bas. Pour l'instant, le plan Orsec est donc toujours en vigueur et le sinistre qui a ravagé aujourd'hui encore plusieurs milliers d'hectares de pins et surtout d'épicéas est combattu par les 300 pompiers de la région auxquels se sont adjoints les agriculteurs du secteur menacé et une compagnie du 92e régiment d'infanterie basé à Clermont-Ferrand. Un peu plus au sud, en Basse-Ardèche, un incendie de forêt sévit toujours dans la montagne Sévenol et ce sur un front de 2 km au nord-ouest du village de Braïc. Ce nouveau sinistre s'est considérablement développé la nuit dernière et il s'étend maintenant à plusieurs départements. Cet après-midi, on a dû faire appel à de nouveaux renforts qui sont venus de Bourg-Saint-Andéol, d'Aubenas et de Bruzet. Et pendant plusieurs heures, les Canadair ont assuré la liaison permanente entre la vallée du Rhône et les lieux du sinistre. À quelques kilomètres de là, un autre foyer s'est déclaré à Saint-Martin-de-Valgorge, au nord-ouest de l'Argentière. Une seule amélioration notoire dans la région de Privas, où l'incendie est pratiquement maîtrisé ce soir. Et près d'Ajaccio, on a frôlé aujourd'hui la catastrophe. Un incendie de forêt, en se propageant, avait atteint un dépôt d'explosifs contenant 1 tonne de dynamite. Le toit du dépôt était déjà en flammes quand les Canadair de la protection civile sont intervenus in extremis pour éviter l'embrasement de la dynamite. Le cessez-le-feu étant plus ou moins respecté depuis hier, c'est une épreuve de force diplomatique qui s'est engagée autour de Chypre. L'armée turque a atteint son objectif en réalisant un partage de fait de l'île et se trouvant ainsi en position de force pour négocier, le gouvernement d'Ankara est prêt à reprendre la conférence de Genève. Ce sont les Grecs qui ne sont plus d'accord maintenant. Le Premier ministre, M. Karamanlis, refuse de céder à ce qu'il appelle la pression du fait accompli. Jusqu'à présent, les recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la Grande-Bretagne ou des États-Unis séparément n'ont trouvé aucun écho à Athènes. Athènes, cette foule ne manifeste pas sa joie parce que les armes se sont tuées à Chypre, elle manifeste son ressentiment à l'égard des États-Unis. La vague d'anti-américanisme a gagné toutes les grandes villes grecques. Dans la capitale, 4000 jeunes s'étaient rassemblés hier soir sur la place de la Constitution. Ils ont scandé des slogans tels que CIA provocateur, Kissinger assassin. Ils ont réclamé aussi le retrait de la Grèce, non seulement du dispositif militaire de l'OTAN, mais encore de toute alliance. Des manifestations semblables ont eu lieu à Salonique et près d'Héraklion en Crète, où une foule paysanne a même tenté de pénétrer dans la base américaine pour y mettre le feu. Ces bases, les Grecs voudraient d'ailleurs les voir rayées de la carte de leur pays. Et le gouvernement d'Athènes a fait savoir aujourd'hui que l'avenir des bases était en cours d'examen. Les bases militaires américaines sont au nombre de 2, une proche de l'aérodrome d'Athènes à Ilinikon, l'autre proche d'Héraklion en Crète. Il faut y ajouter
un centre de télécommunications couvrant tout le Proche-Orient à Néamakri et les facilités portuaires accordées à la 6e flotte américaine dans le port d'Athènes. Existant au terme d'accords bilatéraux les mettant à la disposition de l'OTAN, il est normal, déclare le gouvernement grec, que le problème des bases soit compris dans le cadre de l'examen général du retrait de la Grèce du dispositif militaire de l'OTAN. La vague d'anti-américanisme était présente aussi lors de la manifestation à l'occasion du retour en Grèce de M. Andreas Papandréou. Après 6 ans d'exil, l'ancien député de l'opposition, qui avait été arrêté lors du putsch militaire de 1967, a été acclamé par 4000 personnes venues l'accueillir à l'aéroport. M. Papandréou a accusé les États-Unis, je cite, de cynisme dans la crise chypriote. Pour lui, la dépendance de la Grèce à l'égard des États-Unis et de l'OTAN a conduit au partage de l'île de Chypre. Le premier bilan publié à Ankara tente à prouver que la guerre de Chypre a déjà fait de nombreuses victimes. Les Turcs, qui ont dominé les opérations militaires, reconnaissent en effet qu'ils ont eu 250 morts et 550 blessés. Brouille et réconciliation. Voici un nouvel épisode des relations tumultueuses entre le président Sadat et le colonel Kadhafi. Il y a une dizaine de jours, vous vous en souvenez, l'Égyptien accusait le Libyen de toutes les vilainies. Aussi apprend-on avec une certaine surprise que les deux hommes vont se rencontrer, probablement ce soir à Alexandrie. Reste à connaître évidemment le ton de la conversation. Éthiopie, le vide se fait autour d'Haïlé Sélassié. Les derniers fidèles de l'empereur sont en train de l'abandonner. Le Négus, le roi des rois, l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, qui il y a quelque temps encore était, au même titre que ses ancêtres, depuis la reine de Saba, un monarque absolu, le Négus est aujourd'hui très seul et n'a plus aucun pouvoir. Tout juste sa personne représente-t-elle encore le symbole de l'unité éthiopienne. Les nouveaux maîtres du pays, les militaires, ne s'y sont pas trompés. Ils savent combien le peuple est attaché au souverain, ils savent aussi ce qu'il a fait pour lui, héritant un empire féodal et illettré dans lequel l'Église, parce que chrétienne au milieu d'un monde musulman, détenait une influence considérable. Haïlé Sélassié a tenté de faire évoluer son pays sans heurts. Mais depuis février, rien ne va plus. Nombreux sont ceux qui appuient la position des militaires. Pour sortir de son sous-développement, le pays doit prendre des options nouvelles et pour les faire appliquer, il faut des hommes nouveaux, dit-on. Un sentiment qui a été renforcé dans l'esprit général par la dramatique famine de cette année. Alors, graduellement, l'armée a pris les commandes, en changeant les hommes et en réduisant jusqu'à l'extrême les pouvoirs de l'empereur. Hier, les militaires prononçaient la dissolution du Conseil de la Couronne, organe suprême de l'Empire, de l'état-major particulier de l'empereur et de la cour spéciale, sorte de cour suprême dépendant directement du souverain. Et aujourd'hui, le roi des rois peut encore distribuer de l'argent. Il est toujours le symbole de l'unité d'un empire dont deux provinces auraient tendance à faire sécession, l'Érythrée et Ogaden. Aujourd'hui, la garde impériale soutient la révolution que les militaires promettent de mener jusqu'au bout. Et au vieil empereur, il ne reste qu'un allié, son chien. L'Amérique est toujours la locomotive des économies du monde occidental. C'est pourquoi tout ce qui se passe ici au point de vue économique a des conséquences importantes sur notre niveau de vie, à nous Français, à nous Européens. Autrefois, quand l'économie américaine s'essoufflait, les économies européennes se grippaient. Certes, sur les rails de la croissance, la force motrice est aujourd'hui mieux répartie. Mais l'Europe et l'Amérique font toujours partie du même convoi. En clair, cela veut dire que les pays européens auront du mal à régler leurs problèmes économiques tant que les États-Unis n'auront pas à régler les leurs. Chez nous, comme ici, l'ennemi qui dépouille chaque famille d'une partie de ses revenus, c'est ce pirate insidieux qu'est l'inflation. C'est lui que le président Ford a dénoncé dans son premier discours radio-télévisé devant le Congrès. It's good to be back in the people's house. Cette priorité
accordé par le nouveau président à la lutte contre l'inflation a rassuré les Américains, dont le souci majeur cette année est la stagnation, sinon ce qui paraît incroyable ici, l'effritement de leur niveau de vie. Jugez plutôt. Alors que de 61 à 72, la hausse des prix aux États-Unis n'avait été que d'un peu plus de 3% par an, elle a été l'année dernière de plus de 6%, et elle atteindra cette année le taux record de 12%. En juillet, les prix de gros des produits de l'agriculture, frappés cette année par une terrible sécheresse, ont augmenté tout à coup, en un seul mois donc, de 6,5%. Cette tornade des prix, déclenchée comme chez nous par la hausse du coût des matières premières, souffle sur l'industrie. Un exemple frappant, profitant du changement de pouvoir à la Maison-Blanche, l'une des plus formidables entreprises américaines, la General Motors, a augmenté le prix de ses voitures de 10%. Cela fait à la vente 2500 francs de plus par voiture. Destinée à combattre l'inflation, la hausse record du prix de l'argent contribue en fait à l'accélérer. Impossible de trouver des dollars dans les banques à moins de 12%. Conséquence de tout cela, la récession. C'est la crise dans tous les domaines, le bâtiment, les travaux publics par exemple. Dans l'industrie, c'est la crise des investissements. La production nationale a baissé de 8% depuis le début de l'année. La croissance aux États-Unis sera cette année presque certainement inférieure à 0. Conséquence sur le plan social, le chômage, en voie de passer de 5 à 7% d'ici à la fin de l'année. Le chômage, bien évidemment, affecte davantage les moins favorisés, c'est-à-dire les Noirs. Sur le plan racial, les États-Unis ont connu plusieurs années de stabilité et même, il faut le dire, de progrès sur la voie de l'intégration. Mais une aggravation de la crise économique risquerait sans doute de relancer une certaine agitation raciale. Alors, maintenant, les Américains attendent. Ford a annoncé ses intentions, il n'a pas encore précisé quelles seront les mesures prises pour lutter contre l'inflation et relancer la production. Après les 2 années de paralysie intérieure due à cette infection psychique qu'a été l'affaire du Watergate, les Américains se demandent si la confiance qu'ils accordent d'office à leur nouveau président sera récompensée. Cet ancien fanatique de football, qui a toujours eu davantage l'allure d'un entraîneur que celle d'un véritable capitaine d'équipe, saura-t-il appliquer, depuis la Maison-Blanche, la même énergie sportive à sortir l'Amérique du marasme économique exceptionnel qu'elle connaît actuellement? L'Amérique est un pays qui a toujours eu cette grande qualité de savoir se ressaisir au moment voulu. Et plus l'obstacle est important, plus l'effort déployé est vif. Quand on constate ici, et une fois de plus, jusque dans les moindres détails, le talent pour l'organisation des Américains, leur discipline, leur étonnant dynamisme collectif et individuel, on ne peut s'empêcher de croire que les États-Unis sauront assez vite retrouver la forme. Il faut le leur souhaiter, car la santé économique de l'Europe dépend encore, en grande partie, de celle de l'Amérique. Encore un souci en attendant aux États-Unis, l'ancien gouverneur de New York, le puissant Nelson Rockefeller, est-il impliqué dans le scandale du Watergate? C'est la question que se pose le président Ford lui-même. Il a demandé en effet l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les agissements de M. Rockefeller lors de la campagne électorale de 1972. Une chose est sûre dès à présent, c'est que l'on peut rayer le nom de Nelson Rockefeller sur la liste des vice-présidents possibles. La contestation souriante, et même parfois un peu racoleuse, est entrée, semble-t-il, dans les mœurs en France. Depuis le début de l'été, les agriculteurs mécontents se sont souvent signalés par des barrages routiers, mais en ayant l'élégance ou l'habileté de distribuer aux automobilistes quelques échantillons de leur récolte. Aujourd'hui encore, dans la Creuse et en Charente-Maritime, des exploitants agricoles ont procédé à des ventes directes aux consommateurs. À Guéret, par exemple, on pouvait acheter du faux filet à 25 francs le kilo, tandis qu'à Royan, les estivants nombreux ont pu s'approvisionner en produits laitiers qui sortaient directement de la ferme. Une autre manifestation sur un mode original a commencé ce matin au Larzac en Dordogne. Les participants l'ont baptisé la fête des moissons. Cette année, les paysans du Larzac ont voulu que leur manifestation, outre une ampleur plus grande, retrouve le sens fondamental de leur contestation. Et c'est pourquoi cette manifestation a un double titre: Fête de la moisson, aide au tiers-monde.
Les paysans du Larzac sont très sensibles au fait qu'on veut geler des terres, qu'on veut leur retirer des terres qui sont capables de produire du blé, de pouvoir faire vivre les Français ou plutôt de faire vivre le tiers-monde, si le tiers-monde en a besoin et tout le monde reconnaît qu'il en a besoin. Et au contraire, on veut enlever ces terres qui peuvent nourrir des gens pour y essayer des armes et faire un camp militaire. Alors je crois que c'est la base du problème des paysans du Larzac qui sont très sensibles à tout cela. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est qu'on veut faire prendre conscience sur un plan national. On n'a pas la prétention de résoudre le problème des ventes d'armes, du tiers-monde, de la famine qui est au Sahel en particulier, mais c'est de poser le problème sur un plan national pour une prise de conscience. Et je crois que là, c'est le but de la fête de la moisson, où déjà un certain nombre de gens qui arrivent pour venir participer à la manifestation ont porté des sacs de blé, donc c'est des gens qui se sentent concernés par ce problème-là. Et surtout au niveau paysan, c'est très important que cela ait démarré, non pas au niveau paysan, non pas comme une aide de charité, mais comme une dette que nous avons à payer vis-à-vis de ces pays de tiers-monde, parce que nous sommes victimes de leur exploitation. Et je crois que dans un deuxième temps, le problème du labour, c'est pour nous très important, c'est de passer, disons, on passe à l'offensive par le labour que nous allons opérer demain. Nous estimons que ces terres qui sont gelées, donc qui ont été vendues par des propriétaires non exploitants ne résidant pas sur le Larzac, ne doivent absolument pas servir pour l'armée, mais doivent servir à des agriculteurs et particulièrement peut-être au tiers-monde. Les frères Yves et Marc Pajot sont sur le point de remporter le championnat du monde des 5 au 5. Il s'agit de voilier, je le précise pour les non-initiés. Les frères Pajot sont largement en tête après 4 manches de cette compétition qui se déroule à Marstrand, sur la côte ouest de la Suède. C'est Guylaine Berger qui va se jeter à l'eau la première demain à Vienne en Autriche pour l'équipe de France de natation. Mais si espoir de médaille d'or il y a dans ces championnats d'Europe, c'est sur les épaules de Michel Rousseau qu'il repose. À quelques heures des championnats d'Europe, Gérard Garoff, 40 ans, directeur national de la natation française, est un homme seul. Il est vrai qu'il y a de quoi, car ce ne sont pas les 9 records battus au championnat de France qui lui font envisager l'avenir avec optimisme. À Vienne, les chances françaises seront donc encore une fois très réduites. Nos chances de médaille continueront de porter sur Michel Rousseau, bien entendu, peut-être sur Sylvie Lenoac, qui cette année doit faire une bonne saison internationale, aussi et surtout, c'est ça ce que je souhaite, sur les relais, car il est nécessaire que nous jugions la natation française au travers d'une équipe, et dans cette optique, nos relais 4 x 200 mètres messieurs et 4 x 100 mètres nage libre d'âne possèdent, selon les résultats que nous connaissons actuellement, des chances raisonnables d'accéder au podium. Quand pourrons-nous avoir de bons résultats? C'est difficile à dire, car faire un pari sur l'avenir n'est pas commode. Ce qu'il faut, c'est que nous nous créions des conditions favorables pour obtenir des résultats. Ce n'est pas la valeur des athlètes qui est en cause, ni des nageurs. Je pense que ce sont les conditions de la pratique qu'il nous faut améliorer. Et il semble que les choses soient en train de se structurer, notamment grâce aux sections sport-études qui vont voir le jour dans les années à venir. D'après vous, selon vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la natation française s'améliore justement ici? Il y a quelque chose à faire. Bien, nous avons présenté il y a 1 an et demi un plan de 4 ans à la Fédération française de natation. Ce plan de 4 ans a été approuvé non seulement par le comité directeur de la Fédération, mais aussi par le secrétariat d'État, avec en plus une nouvelle organisation de la préparation olympique. Nous pensons que beaucoup de problèmes peuvent se résoudre. Ce sont les Allemands de l'Est qui vont écraser encore les championnats. Est-ce que les nageurs français ne se sentent pas un petit peu justement écrasés et n'ont pas le moral? En ce qui concerne les nageurs, non, mais les nageuses, certainement. Il faut savoir que l'Allemagne de l'Est a derrière sa natation et derrière son sport d'une façon générale une organisation extrêmement scientifique que nous ne possédons pas. Au centre, dans le pays, il y a une dizaine de lycées sportifs du type Font-Romeu où les meilleurs talents du pays sont rassemblés et où à propos de leur entraînement, on analyse de façon extrêmement rigoureuse, extrêmement scientifique tout ce qui est fait. Tout cela est mis sur ordinateur, étudié, et ce qui permet aux dirigeants et aux entraîneurs de réadapter les programmes d'entraînement en fonction de ce qui est constaté au niveau de la performance.
Donc nous voilà prévenus, pas de bons résultats à attendre des nageurs français avant au moins 2 ans, pas avant les Jeux Olympiques. Eh oui, pas de victoire française hier soir à Zurich où 20 000 spectateurs assistent au départ du 200 mètres plat avec le Jamaïcain Don Quarry, recordman du monde de la spécialité au centre de la piste, les deux Français Aram et Charrier et l'Espagnol Jaria. Don Quarry stupéfie les spécialistes par ses qualités de vireur exceptionnelles. Il prend une avance de quelques 8 mètres et de son style fluide, limpide, s'envole vers la victoire, battant Bruno Cherrier. Temps 20 secondes 6 centièmes. Relais 400 mètres, à la lutte l'Allemagne de l'Ouest, maillot et culotte blanche, la France, maillot noir et culotte blanche, et l'Italie, tout en sombre. C'est la revanche de Stuttgart où la France avait gagné en 39 secondes 19 centièmes. L'Allemagne de l'Ouest, avec elle, Bieler, Haupt et Hofmeister, va réaliser le meilleur temps mondial en 39 secondes 3 centièmes et battre l'équipe de France composée de Sainte-Rose, Aram, Cherrier et Leroux. Cherrier ici dans le virage qui va transmettre à Leroux, temps de l'équipe de France, 39 secondes 22 centièmes. Voici Hofmeister en maillot blanc qui est à la lutte ici avec le Français Leroux en pleine piste. Dans le virage que nous allons revoir maintenant au ralenti, l'Allemand Haupt, remplaçant Homer, supporte allègrement la comparaison avec Cherrier, excellent ce domaine, et qui n'est pas sans rappeler Claude Pickman. Autre performance à Zurich, celle accomplie par le Kenyan Boyd, qui en réalisant 1 minute 44 secondes 18 centièmes, approche de 5 dixièmes de seconde le record du monde de l'Américain Voluter. Eh oui, pas de victoire française, la route de Rome est décidément semée d'obstacles. Neben ihnen die Franzosen, dann die Italiener. Et un dernier mot de football pour rappeler aux amateurs que le championnat de France de 2e division commence véritablement ce soir. Quelques matchs ont déjà eu lieu hier, mais la plupart des rencontres ont lieu ce soir. Voilà pour la présente édition de 24 heures sur la Une. Bonne soirée à tous. Au revoir.